on est là-haut, très loin, très loin, très loin, direction Mars pour cette édition spéciale Mission Mars jusqu'à 10h. On va bien sûr parler de l'atterrissage de Persévérance, le rover de l'émission Mars 2020 de la NASA qui va se poser sur la planète rouge ce soir vers 22h heure de Paris après 6 mois de voyage. Et on est en duplex avec notre envoyée spatiale, journaliste très bien entourée, Christine Bouillot, en direct de la Cité de l'Espace de Toulouse avec de nombreux invités. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Et bonjour à vous, bonjour tout le monde. Effectivement, on est en direct de la Cité de l'Espace, alors qui exceptionnellement, vous vous en doutez bien, est fermée au public. Mais on a cette chance inouïe, et si vous allez sur la chaîne YouTube, d'être effectivement aux côtés de la réplique de ce fameux robot Persévérance. Vous connaissez le dessin animé Wall-E? Voilà, il y ressemble un tout petit peu. Il est un peu plus gros, je trouve. Plus gros, ouais. Un peu plus grand, et a beaucoup plus de techniques dedans. Et en tous les cas, on va en parler pendant cette heure-là. Et c'est effectivement avec beaucoup d'invités, ça va être passionnant. On va vous envoyer des ondes positives avec ce petit robot. Voilà. De la hauteur. Exactement. Et avec nous, à vos côtés en tout cas, Christine, 2 invités déjà pour commencer. Jean-Baptiste Desbois qui est directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse. Et puis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne, président de Novespace, 5e Français à avoir été dans l'espace. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc sur Sud Radio. Jean-Baptiste Desbois, Christine en parlait à l'instant. C'est vrai que c'est un contexte forcément un peu particulier en ce moment pour la Cité de l'Espace, privée de ses visiteurs, de ses curieux visiteurs. J'imagine que ça doit faire bizarre, forcément. Ah, évidemment, on n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver les étoiles dans les yeux de notre public. Mais c'est ainsi. Et nous cherchons bien évidemment à faire vivre de toute façon l'actualité spatiale et toute cette vie des missions spatiales que font vivre des gens comme Jean-François, comme les ingénieurs, comme les agences spatiales auprès du public, par des émissions comme la vôtre, par des délocalisations d'antennes, par des animations que nous proposons sur notre site internet, de façon à ce que le public puisse suivre ça. Et on se prépare bien sûr à la réouverture. Nous avons un terrain martien qui est en cours de construction et qui est une installation pérenne pour les années prochaines, qui va ouvrir pour l'été, qui permettra au public de voir comment vont rouler, travailler Persévérance, le robot de la NASA, et Tianwen 1, le robot chinois. Et puis beaucoup d'animations, des labos pédagogiques auprès des scolaires. Donc beaucoup de choses auprès du public, autrement, d'une autre façon aujourd'hui. Mais on a bien sûr qu'une espérance, c'est de retrouver le public très rapidement. Je crois qu'on va pouvoir suivre d'ailleurs sur votre site internet l'atterrissage sur Mars de ce rover Persévérance, c'est ça hein? Absolument, tout à fait, à partir de ce soir, puisque donc vous savez que Persévérance va arriver, alors entre guillemets à 21h55, vous savez qu'il y a le décalage de temps, donc on est dans le temps de réception des informations depuis Mars, il y a à peu près 11 minutes de décalage, mais effectivement sur le site internet de la Cité de l'Espace, le public va pouvoir suivre à la fois les vidéotransmissions de la NASA, du CNES, et également des animations, des laboratoires, des petits labos, des petites expériences de labos, pour montrer l'atmosphère martienne, pour expliquer la gravité sur Mars, pour comprendre le sol martien, voilà, toutes ces petites choses, comprendre les missions qui vont être réalisées par Persévérance. Une cité qui est faite aussi pour créer des vocations aussi. Jean-François Clairvoy, on aimerait vous faire justement réagir sur cette question du jour, ce sondage qu'on pose à nos auditeurs depuis 6h30 du matin. La conquête spatiale vous fait-elle encore rêver? Et étonnamment, chez nos auditeurs, à 61%, ils nous répondent non. Comment vous expliquez, vous, cette crise du rêve spatial, alors que vous, j'imagine que ça vous fait forcément toujours rêver. On parlera de ce grand rêve martien aussi. Est-ce que c'est lié peut-être à cette crise-là sanitaire qui nous ramène dans une dimension plus terre à terre? Comment vous l'expliquez? Oui, c'est un peu indirectement à ce que disait Jean-Baptiste à l'instant, c'est que le spatial, pour la grande majorité des gens, c'est impalpable. Je ne peux pas vous faire toucher, voir l'espace. Donc ça n'est que virtuel pour la plupart des gens. Ouais. Et c'est en venant sur des sites où on peut concrètement voir le robot en taille réelle, comme celui qui est derrière nous, voir un décollage de fusée, voir un vrai satellite, ou voler en apesanteur dans notre avion R0G. Sinon, c'est juste dans l'imaginaire. Donc il faut rapprocher l'espace du public et le public de l'espace en leur permettant de toucher concrètement, de sentir, d'entendre, de voir. C'est pour ça qu'il y a ici une salle IMAX en 3D extraordinaire avec des films tournés par les astronautes, des tas de maquettes, des maquettes de Soyouz, de fusées. Voilà, donc la difficulté de communiquer sur l'espace, contrairement à beaucoup d'autres choses que vous pouvez
toucher. Vous allez dans un salon de l'automobile, vous touchez les voitures. Ouais, c'est concret. Mais l'espace, il faut venir à la Cité de l'Espace, par exemple, pour concrètement vous approprier cette nouvelle dimension. Ouais. Mais Jean-François Clairvoy, forcément, pour certains de nos auditeurs, cette conquête de l'espace, on a forcément des images en tête, notamment les premiers pas sur la Lune, où tout le monde était devant son poste de télévision. Est-ce qu'on a gardé d'une certaine façon quand même encore aujourd'hui cet enthousiasme-là, ou c'est un peu plus difficile ? Ah oui, surtout qu'aujourd'hui les images sont en très haute résolution. Oui. En particulier les satellites européens, on en a 2 qui tournent autour de Mars aujourd'hui. Celui lancé il y a plus de 15 ans, Mars Express, il prend des photos à très haute résolution en relief et ça vous permet sur Internet de voyager au-dessus de Mars avec une vision en relief qui est la réalité. Et c'est tellement de haute qualité qu'on s'y croit. Il y a, si je peux me permettre, il y a aussi un autre élément, c'est la dimension de l'incarnation du spatial. Et l'incarnation du spatial, elle passe notamment par des astronautes. Regardez le vol de Thomas Pesquet, le dernier astronaute français donc, de l'Agence européenne spatiale, à être parti dans l'espace. Il va bientôt repartir. Et vous verrez, les sondages vont très certainement bouger dans les mois qui vont venir. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça parce que l'incarnation, elle est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on tient beaucoup, nous aussi, lors d'événements comme aujourd'hui, à avoir des amis, c'est même pas des partenaires, des amis comme Jean-François. Et Jean-François était à l'inauguration de la Cité de l'Espace avec Claudine Huret, parrain-marraine de la Cité de l'Espace en 97. Il nous accompagne comme l'ensemble des autres astronautes français et internationaux. L'Agence spatiale européenne, avec la dernière sélection dont je faisais partie du jury, a décidé de mettre à disposition de chaque astronaute plusieurs community managers pour vraiment alimenter les réseaux sociaux comme on ne le faisait pas avant, et ça permet de connecter avec un beaucoup plus grand public. Ouais. Et on l'a vu avec Thomas Pesquet qui a beaucoup réussi. Ses photos justement ont été énormément partagées et commentées, bien sûr. L'Agence spatiale européenne à Toulouse a lancé là, tout récemment, mardi, un recrutement d'astronautes. Là, on va parler peut-être d'un vrai changement générationnel. C'est quand même, ça s'est pas arrivé depuis 11 ans, c'est ça, non ? Alors, il y a eu 3 sélections dans le passé. Oui. 77, la deuxième 92, 15 ans plus tard, la troisième 2009, 17 ans plus tard, et celle-là se terminera en 2022, donc 13 ans plus tard. Effectivement, l'Agence spatiale européenne sélectionne en fonction de ses besoins. Il y a en moyenne une sélection tous les 15 ans. On sélectionne de façon à ce que les anciens soient encore actifs pour passer le relais au nouveau. Moi, j'étais, après être jury de la dernière sélection, j'ai été nommé coach de la dernière promotion d'astronautes en 2009, pendant 1 an. Et je pense que ceux qui ont été sélectionnés il y a maintenant donc 12 ans vont être coach des nouveaux qui seront annoncés à l'automne 2022. Les places sont rares. Hein. Il y aura quoi 4, 5, 6 candidats retenus au final. Alors pour une grande première, en plus de quelques astronautes professionnels comme dans le passé que l'Agence spatiale européenne va recruter, 4 à 6, il y aura jusqu'à une vingtaine d'astronautes dits de réserve, dont on aura éventuellement besoin de la spécialité pour des missions très spécifiques, mais ils resteront dans leur laboratoire d'origine. Ils ne seront pas destinés à voler plusieurs fois, contrairement aux professionnels. Et puis il y aura aussi une sélection de parastronautes, par allusion aux Jeux paralympiques, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne va sélectionner un ou plusieurs astronautes handicapés d'un membre inférieur ou de 2 membres inférieurs, dont on sait qu'ils sont capables dans l'espace de travailler après une sélection qui sera identique à celle des autres sur le plan psychotechnique, psychomoteur, intellectuel et de l'adresse gestuelle avec leurs mains, pour voir comment on pourrait adapter les équipements, les vaisseaux spatiaux dans un futur qui n'est pas vraiment défini en termes de timing, pour faire voler aussi des personnes qui ont un handicap mais qui ne les empêcherait pas d'être d'excellents travailleurs dans l'espace. Et plus de femmes aussi, j'ai vu, non ? Ah ben ça c'est... on insiste lourdement parce que... Mais il paraît que c'est difficile, qu'il y a peu de candidatures déjà à la base. Voilà, oui, la proportion à la fin... oui, la proportion à la fin, elle respecte la proportion au départ. Bien sûr. Et là, on fait un gros battage médiatique à l'Agence spatiale européenne parce qu'on souhaite qu'il y ait une plus grande proportion de femmes qui candidatent pour qu'on puisse à la fin avoir une plus grande proportion de femmes dans les 4-6 qui seront sélectionnés. Et c'est un gros enjeu, effectivement, de la place des femmes dans la science, de manière générale, auprès donc du corps des astronautes, et c'est un de nos objectifs à nous, de nos missions à nous, Cité de l'Espace, d'ouvrir aussi les carrières vers les femmes, les carrières scientifiques ou d'ingénieurs ou autres du monde spatial. On va revenir justement, Jean-Baptiste Desbois, sur ce rover Persévérance qui va justement se poser sur Mars ce soir. Déjà, pourquoi faire ? C'est pour trouver la vie ? Quelle vie ? Une vie potentiellement passée sur Mars ?
Alors, on va revenir quelques années en arrière. 2012, Curiosity se pose. Et en 2014, grâce aux analyses qu'il produit, et notamment la caméra chimique produite, conçue, proposée par le CNES avec un laboratoire toulousain qui s'appelle l'IRAP, un laboratoire de niveau mondial, et qui opère cette caméra. En 2014, la NASA et les scientifiques de la NASA peuvent affirmer que Mars a été habitable. C'est-à-dire que la vie a pu naître. Est-ce que la vie est née et a disparu? Est-ce que la vie n'a pas pu naître? En tout cas, on est à cette étape-là. Et donc, Persévérance va se poser maintenant dans un site qui a été choisi pour ses qualités de sédiments notamment, puisqu'il y a donc de l'eau. On a trouvé donc des traces d'eau en fait sur Mars, et donc des alluvions, oui, ce genre de choses. Et donc Persévérance se pose à un endroit bien particulier qui pourrait permettre de trouver des traces de vie passée sur Mars. C'est la grande question de cela. Et puis l'autre grand élément, c'est de ramener des échantillons sur Terre dans quelques années. C'est-à-dire que Persévérance va les collecter, les mettre dans un tube comme celui que nous avons devant nous, dont Jean-François et moi, un tube qui a été fabriqué en l'occurrence par une entreprise de la région toulousaine, la Comat. Et donc ces tubes vont être déposés sur la surface de Mars, et une mission ultérieure viendra donc les récupérer. Avec, vous avez parlé de... Allez-y, Christine Bouillon. Oui, c'est simplement, c'est que Jean-François Clairvoy est en train de toucher. Alors ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, en tous les cas qui voient ça, on a devant nous. Voilà. Et Jean-François, je vous laisse expliquer ce que c'est. On va en parler tout à l'heure, c'est fabriqué par une entreprise toulousaine. Mais ça, c'est ce qui va nous permettre de récupérer. Voilà, il y a une quarantaine d'échantillons identiques, de petites capsules, qui seront scellées avec des échantillons prélevés du sol martien. Et dans une dizaine d'années, une autre mission martienne viendra les récupérer parce qu'ils seront parfaitement géocalisés, on devrait dire marso-localisés, là où Persévérance les aura déposés sur son chemin. Dans 10 ans. Voilà, ça ressemble à un tube à essai, mais en version très, très sophistiquée évidemment. Et pourquoi dans 10 ans? Simplement parce qu'on ne sait pas aujourd'hui repartir de Mars. Eh oui, c'est ça. On ne sait pas repartir de Mars. Et le retour d'échantillons, c'est un préalable indispensable avant une mission habitée. Il faut qu'on ait réussi à démontrer qu'on maîtrise le savoir-faire d'une mission aller et retour depuis la surface avant d'envoyer des humains. Parce que c'est l'objectif final, c'est quand même d'aller voir un jour, puisqu'Elon Musk l'annonce, d'aller sur Mars très rapidement. Alors, Elon Musk, il annonce l'envoi d'humains vers Mars pour coloniser Mars. Coloniser Mars, c'est ça. Oui, mais dans les agences, on parle d'envoi d'humains pour accélérer la recherche scientifique sur place. Parce que des humains seront plus efficaces que des robots. Je vous donne un exemple. Lors d'Apollo 17, l'équipage a parcouru 30 km en 3 jours. Il a fallu 10 ans au robot Spirit et Opportunity, lancé dans les années 2000, 10 ans pour parcourir la même distance. Parce que depuis la Terre, on ne peut envoyer que des télécommandes pour leur demander d'avancer de quelques mètres. Et puis on attend le retour. Et parfois, le signal peut mettre 20 minutes à l'aller, 20 minutes au retour. Mais des astronautes, ne serait-ce qu'en orbite de Mars, pourraient commander en temps réel des robots qui vont 10, 100 fois plus vite. Donc, on parlait de la nouvelle génération des astronautes qui sera amenée à cohabiter forcément encore plus avec les robots, forcément. Oui, bien sûr. Les robots, de toute façon, ont toujours été des précurseurs. Puis des accompagnateurs des humains. Dans l'espace, on utilise des robots depuis longtemps. Dans les vaisseaux habités comme la navette spatiale, j'ai piloté plusieurs fois son bras robotique pour permettre de l'assemblage, de la réparation, par exemple, du télescope spatial Hubble. Jean-François Clairvoy, juste pour savoir un petit peu comment vous êtes retrouvé à devenir astronaute. C'était un rêve de gamin qui s'est réalisé ou ça s'est fait un petit peu par hasard, entre guillemets? Alors, le rêve d'aller dans l'espace, c'était un rêve de gamin. Mais devenir astronaute, qui est un métier consistant à travailler dans l'espace, c'est venu plus tard parce que je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Je pense à tous ceux dans les centres de contrôle qui vont télécommander Persévérance. C'est une forme de téléportation de l'intelligence humaine. Et c'est ça que je voulais faire. Et je suis rentré au CNES. J'ai commencé ma vie active au CNES en travaillant sur une sonde franco-soviétique, Vega, qui est allée étudier Vénus et la comète de Halley. Alors j'aimerais juste qu'on parle aussi de ces fameuses 7 minutes ce soir. Ça sera le moment que 7 minutes de terreur. Alors, je peux vous dire, Laurence et Benjamin, c'est que tout le monde est un peu, a fait une courte nuit parce que c'est les minutes qui arrivent. En tous les cas, ce soir, c'est 7 minutes d'atterrissage. Enfin, on dit quoi, amérissage? Atterrissage. On ne parle pas d'amérissage par rapport à Mars. Mais pourquoi ces 7 minutes sont-elles si importantes pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet avec la NASA? En fait, entre le début de la rentrée dans l'atmosphère et le poser, ça dure 7 minutes. Et pour que tout se passe bien, il faut que plusieurs événements
se produisent exactement comme prévu, à l'instant prévu, parfois au dixième de seconde près, le moindre écart de cette chronologie, c'est raté. Donc c'est la terreur parce que on ne peut rien faire, on ne peut rien corriger pendant que ça se déroule, et on n'aura le résultat qu'avec 11 minutes de retard. Oui. Ah oui. Avec le décalage, ouais. Donc à quelle heure alors exactement on saura si tout s'est bien passé? À 21h55. Ça commence. Oh là. 21h55. D'accord. Ce qu'il faut, pour compléter ce que dit Jean-François, il faut imaginer que, en gros, quand Persévérance va rentrer dans l'atmosphère martienne, il sera en gros à 150 km d'altitude par rapport à Mars, et il arrivera à 20 000 km/h. 20 000 km/h, c'est donc Paris-Toulouse on va vérifier, mais en 1 minute et demie, peut-être. Ah, c'est bien. Grand maximum. C'est pratique. C'est pas mal quand même. On pourrait rapidement aller dans vos studios pour faire le duplex et Oui, revenir, c'est vrai. pour continuer à Toulouse. C'est ça que ça veut dire quand même. Et il passe donc de 20 000 km/h, il a 150 km de haut, à 3 km/h pour se poser, avec tout un système de grues que l'on va montrer d'ailleurs ce soir, avec des images de simulation que la NASA a produites pour expliquer tout ça. Donc c'est extrêmement complexe sur ce plan-là. Et je vais vous donner une comparaison. En navette spatiale, quand on touche l'atmosphère au-dessus de la Californie, on est à environ 120 km d'altitude, et on se pose une demi-heure plus tard en Floride. Incroyable. Là, entre le début de la rentrée dans l'atmosphère et le poser, ce n'est que 7 minutes. Ouais. Avec des ralentissements très importants, au départ avec un énorme parachute, je crois que c'est le plus grand jamais réalisé d'ailleurs. Après une grue volante qui va déployer le rover avec quelques câbles en dessous. La grue va le poser en douceur sur la surface. Ça va prendre juste 7 minutes. Et c'est terrifiant de savoir qu'on ne peut pas intervenir s'il y a le moindre problème et qu'on ne connaîtra le résultat qu'une fois que c'est fait ou pas fait. C'est-à-dire que 11 minutes après. C'est ça. La soirée va être courte, la nuit va être courte, je sens. Vous allez tous regarder vos montres là, ce soir. Alors d'autant qu'il y a un signal qu'on va recevoir de télémétrie à 21h55, on aura un toucher, comme on appelle ça, c'est-à-dire on saura qu'il s'est posé. On pense qu'il est à ce moment-là, il s'est posé en état correct. On aura surtout des images plus tard. On ne sait pas encore quand. Est-ce que c'est 2 heures plus tard? Est-ce que c'est dans la nuit? On aura les premières images du panorama martien autour de Persévérance. Ouais, passionnant jusqu'au bout. Merci beaucoup, Jean-François Clairvoy et Jean-Baptiste Desbois. On va poursuivre bien sûr cette discussion tout à l'heure avec des ingénieurs, des chercheurs français qui ont imaginé la fameuse caméra, la super cam à bord de Persévérance. Restez avec nous et n'hésitez pas bien sûr à nous appeler au 0826 300 300. Et c'est la suite de cette édition spéciale Mars, spéciale rover Persévérance avec Christine Bouillot en duplex en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. On a entendu tout à l'heure Jean-François Clairvoy, l'astronaute, et Jean-Baptiste Desbois, le directeur général de la Cité de l'Espace. Christine Bouillot, vous accueillez autour de vous de nouveaux invités. Parmi eux, Agnès Cousin, astronome adjointe et géologue à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Bonjour. 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 Et avec vous également Baptiste Chide, chercheur à l'IRAP, Institut de recherche, c'est le même, en astrophysique. Oui, mais on peut le redire. Mais on peut le redire, et planétologie de Toulouse. Je commence par vous, Agnès Cousin. Alors vous allez travailler, vous allez nous raconter, parce que concrètement, ça semble un petit peu lointain comme ça pour nous. Vous avez travaillé sur les cibles de reconnaissance du sol martien, c'est ça ? Oui, à bord du rover, on a mis des cibles de calibration. Il y en a 36 en tout. Oui. Et il y a des cibles de calibration pour la caméra et pour les différents types de lasers qu'on a à bord. Donc, dans ces cibles, il y a des roches, mais il y a aussi des cibles, ce qu'on appelle des cibles géométriques, qui elles servent pour la caméra, qui sont un peu plus techniques. Mais sinon, on a 22 roches en fait à bord. Dont une qui a déjà voyagé avec Thomas Pesquet, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a une cible un peu particulière par rapport aux autres. C'est une météorite martienne, en fait, de la famille des shergottites. Donc c'est un peu comme un basalte, si vous voulez. Et c'est une roche qui vient de Mars. Et une fois, il y a eu un astéroïde qui a percuté la planète. Du coup, ça a éjecté de la matière martienne dans l'espace. Et par chance, c'est arrivé jusqu'à chez nous, sur Terre. Et elle a été retrouvée en 2015 dans le Sahara. Oui. La Cité de l'Espace, on a récupéré un morceau. On l'a prêté à Thomas Pesquet, qui l'a emmené avec lui dans l'ISS. Il nous l'a ramené, on a coupé une petite tranche et on l'a mis à bord sur le rover. Donc c'est un petit clin d'œil au retour d'échantillons
avant de ramener des roches de Mars bien choisies et tout grâce à Persévérance, on fait l'inverse en fait. On a ramené une roche martienne. Oui, voilà, exactement. Ouais. Elle aura voyagé, cette roche en l'occurrence. Voilà. On parlait tout à l'heure du Cybercam, Supercam, la caméra qui est à bord de Persévérance. Alors Baptiste Chide, vous justement, vous avez travaillé à l'inverse sur le micro qui équipe le robot Persévérance. Vous faites partie de l'équipe microphone, c'est ça? Vous êtes des guetteurs de son martiens, comment on peut vous qualifier? Exactement, ou alors des acousticiens de Mars, comme des acousticiens de Mars. Non, alors effectivement, Supercam, c'est un instrument de géologie, c'est un laser qui va étudier les roches et également l'atmosphère. Puis à bord de cet instrument, il y a un micro, alors pourquoi pas rajouter du son sur les images qui nous reviennent de Mars. Donc ça sera le premier micro, le microphone scientifique qui opérera à la surface de Mars pour entendre les premiers sons martiens. Effectivement. Est-ce qu'on a déjà un peu une idée de ce que ça peut donner, ou on imagine forcément? Alors bien sûr, oui, nous on a fait des expériences en laboratoire, on a mis des micros dans des chambres martiennes pour essayer de reproduire ce qu'on entendra sur Mars, mais ça sera la première fois, c'est vraiment une expérience inédite, donc on n'a pour l'instant pas entendu d'ondes acoustiques telles qu'on pourrait les entendre si nous on était sur Mars. Moi j'avais une question par rapport à ça, parce que comme on est des gens de radio, on adore le son. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend le son de Mars? Alors on va déjà pouvoir entendre plusieurs sources acoustiques. Alors le vent, effectivement, l'atmosphère de Mars, elle est très dynamique, elle est très turbulente. Donc en écoutant le bruit que va générer le vent sur le microphone, alors ici là sur le microphone que j'ai, il y a une bonnette pour essayer de filtrer justement le vent qui nous dérangerait sur Terre. Au contraire, sur Mars, ça sera un signal scientifique qui va nous intéresser. Donc on va pouvoir en déduire des informations sur le vent, sa vitesse, son orientation par exemple. Et puis les autres sons qu'on va entendre sur Mars, sera le bruit du rover, vous savez, un peu comme le garagiste qui appuie sur la pédale d'accélérateur pour avoir un diagnostic de bonne santé de la voiture. Nous on va faire pareil, on va écouter les autres instruments de Persévérance pour vérifier s'ils fonctionnent correctement. Puis enfin le dernier, Supercam, vous en avez parlé, c'est une caméra laser, un laser qui vaporise un tout petit peu de roche au sol. Et la vaporisation de cette roche, ça va générer une petite onde de choc comme un claquement de doigts. Et en écoutant ce claquement de doigts, on va pouvoir faire de la géologie avec un microphone, on va pouvoir en déduire les propriétés physiques des roches, typiquement leur dureté. C'est-à-dire vraiment que ce bruit-là, il va vous permettre de distinguer les différents types de matières, c'est ça? Alors, les différents types de matières, ils seront distingués par les autres fonctionnalités de Supercam, qui sont la spectroscopie de plasma induit par laser, la spectroscopie Raman, qui vont donner la chimie, la minéralogie. Et le micro va venir apporter une information sur la physique de ces roches, est-ce qu'elles sont dures, leur dureté, qui est une information, un paramètre finalement qu'on n'a pas actuellement sur Mars. On parlait tout à l'heure des 7 minutes de terreur avec Jean-François Clairvoy. J'imagine que là, vous allez être à la guet des sons, du son, durant ces 7 fameuses minutes, ou pas? Est-ce que ça pas beaucoup dormi, Laurent, ce sont un peu anxieux, je peux vous dire. Tous les deux. Mais non, on ne va pas très bien loin. Agnès, elle me disait, oui, ça y est, c'est la grande journée. C'est vrai. Nuit blanche. Les nuits commencent à être courtes, c'est vrai. Durant ces 7 minutes, il va y avoir des sons, forcément. Alors, il y a 2 microphones en fait sur Persévérance. Il y en a un à bord de Supercam, donc ce microphone scientifique dont on vous a parlé tout à l'heure. Lui, il sera éteint pendant l'atterrissage. Le mât est replié sur le rover afin d'être protégé pendant l'atterrissage. Mais il y a un autre microphone qui est lui sur le corps du rover, qui est un microphone américain développé par le JPL, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Et donc lui, il va écouter tous les sons pendant l'atterrissage sur Mars, donc le déploiement des parachutes, les rétrofusées, l'atterrissage. Donc on espère pouvoir les entendre très rapidement si ce microphone fonctionne correctement pendant l'atterrissage. Alors, ce que j'aimerais qu'ils nous expliquent aussi tous les deux, c'est que ce sont des projets, en tous les cas, c'est pas hier que ça a commencé pour vous deux. Depuis quand on y travaille? Depuis quand vous avez réfléchi à tout ça? Ce sont des années, ça se compte en années, j'imagine. Agnès? Oui, alors je me rappelle pour Supercam, en fait c'est la NASA qui a envoyé un appel d'offres qui a dit on va faire un rover pour 2020. Proposez-nous vos instruments. Et donc je me rappelle Sylvestre Maurice, donc il commençait déjà à prévoir un petit peu l'instrument Supercam. C'était en 2012 ou 2013. Ah oui. 2013, voilà. Ou au pire début 2014. J'ai plus la date exacte, mais ça fait quand même 7 ans déjà. Et après, tout s'enchaîne très très vite en fait. Une fois que la NASA a accepté la proposition de l'instrument, là
les 6 ans, 7 ans, on passait vraiment très vite. Là, on est déjà à l'atterrissage. Mais ce qui veut dire que c'est une technologie vieille d'il y a 7 ans. Entre guillemets, quand je dis vieille, c'est... Sympa. Oui. Après, donc, Baptiste parlait de la spectroscopie Raman tout à l'heure. C'est une technologie qu'on connaît bien sur Terre. Ce sera quand même la première fois qu'on va utiliser cette technologie sur Mars. Ah oui, incroyable, d'accord. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de nouveautés. À l'époque de ChemCam, c'était la première fois qu'on utilisait la technique de la spectro-induite par laser pour avoir la composition chimique des roches. Donc ça reste quand même... et si je peux continuer... Allez-y. La spectroscopie infrarouge, qui est le 3e type de spectroscopie qu'on a à bord de Supercam, elle est très connue, elle est très utilisée sur Mars par les instruments qui sont sur les satellites en orbite autour de la planète, mais c'est la première fois qu'on va l'utiliser in situ, c'est-à-dire à bord d'un rover sur la surface de la planète. Donc ça, c'est des vieilles technologies entre guillemets, mais c'est la première fois qu'on l'utilise sur Mars ou sur une autre planète. En fait. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du fait que les sciences de l'espace attiraient peu les femmes. Vous, Agnès Cousin, astronome, devenir astronome, c'est un rêve de gamine. Comment il y a eu un déclic ou pas de vocation? Oui, c'est vrai, c'est un rêve de gamine. Quand j'étais au collège, je voulais... Alors, je sais plus si je disais astronome ou astrophysicienne. Et je savais pas exactement ce que ça voulait dire, en fait. Mais je voulais travailler dans l'espace et tout. Après, j'ai mis un peu de temps à comprendre que ce que je voulais faire, c'était étudier les surfaces des planètes. Oui, c'est vraiment un rêve de gamine. Je suis super contente d'être arrivée là. Après, il faut que les jeunes filles, elles osent faire des études. Il n'y a pas de, c'est pas compliqué. Ouais. Voilà. Il faut pas se mettre des freins. Et j'en vois beaucoup souvent qui me demandent, mais est-ce que c'est vraiment dur? En fait, il faut y aller, il faut tester. Et après, tout est fait d'opportunités, de rencontres et de chance aussi. Donc, il faut y aller, il faut tester. Et voilà. En sachant, moi j'avais une question aussi, c'est que les roches martiennes, pourquoi cette roche martienne nous intéresse tant, nous terriens, sur ce que l'on va chercher sur Mars, c'est-à-dire savoir s'il y a une vie possible ou si on est seul dans l'univers. Qui c'est qui veut répondre à cette question qui nous taraude? Parce que c'est ça en fait, c'est d'aller voir s'il est possible ou de vivre, en tous les cas s'il y a eu de la vie. Voilà, c'est ça. L'objectif de la mission Persévérance, c'est d'aller chercher des traces de vie à la surface de Mars, des traces de vie passées. Les précédentes missions ont montré qu'il y avait de l'eau liquide qui a coulé à la surface par le passé. La mission Curiosity a montré ensuite que la surface de Mars était habitable par le passé, donc que toutes les conditions étaient réunies pour l'émergence de la vie. Maintenant, la question suivante, c'est la question logique, c'est est-ce que la vie s'est développée sur Mars il y a 3,5 milliards d'années? C'est vraiment l'objectif de la mission Persévérance. C'est pour ça qu'on va étudier les roches in situ, à la surface de Mars, avec tous les instruments de Persévérance. Mais c'est également aussi pour ça qu'on va prélever des échantillons pour les ramener sur Terre et les étudier dans nos laboratoires. Comme vous dites, Persévérance, finalement, c'est de la technologie vieille de 7 ans. Alors c'est un bijou de technologie parce que tous ces instruments, c'est des instruments qui sur Terre font la taille d'un labo, qui ont été miniaturisés pour tenir dans un rover. Donc c'est un bijou de technologie, mais on ne fera rien de mieux que sur Terre. C'est pour ça l'objectif de ramener les échantillons sur Terre. Et en tout cas, Baptiste Chide et Agnès Cousin de l'IRAP de Toulouse, tenez bon jusqu'à ce soir. Vous avez peu dormi. Mais la machine à café qui est prête. Courage à vous. Courage à vous. Merci beaucoup. Allez, on continue tout de suite sur Sud Radio avec de nouveaux invités tout de suite. Toujours en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. À tout de suite. Spéciale Mars. En voyage. Spéciale Persévérance pour ce soir, le rover de la mission Mars 2020 de la NASA qui va arriver à atterrir vers 22h. On est toujours en direct avec Christine Bouillot en duplex de la Cité de l'Espace de Toulouse, avec un nouvel invité autour de vous, Christine André Debu, chef de projet au CNES, le Centre national d'études spatiales pour les contributions françaises à la mission Mars 2020 de la NASA. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Contribution française à la mission Mars 2020 de la NASA. Au-delà de l'étiquette, ça veut dire quoi concrètement? Recherche
Alors il y a deux choses, il y a l'instrument scientifique, Supercam, duquel on parlera peut-être tout à l'heure, qui est un instrument franco-américain. Oui. Et il y a également ensuite toute la partie scientifique. Là, ce sont des scientifiques de différents laboratoires, dont le laboratoire leader c'est l'IRAP, qui vont ensuite exploiter les données scientifiques avec leurs collègues américains plus tard. Justement, pour parler de Supercam, en quoi c'est une fierté en partie française finalement, qui a participé à collaborer à ce projet ? Oui, alors c'est un instrument high-tech. C'est une évolution d'un instrument qui s'appelle ChemCam, qui est déjà sur Curiosity. Ouais. L'instrument a été hautement perfectionné. Ils ont rajouté trois autres instruments, dont 2 spectromètres, qui va faire une analyse beaucoup plus complète et beaucoup plus fine de toute la minéralogie martienne. Et l'avantage, c'est que l'instrument fait ça à distance, à plusieurs mètres, à l'aide de lasers qui pulvérisent ou éliminent la roche. Et donc c'est une contribution très très importante. Et d'ailleurs, cette technologie et ce laser qui a été développé en France pour la société Thales est extrêmement performant. Il y a pratiquement le même là sur Supercam. Les scientifiques en parlent comme le couteau suisse, c'est vrai ? Oui. Il y a 3 spectromètres qui fonctionnent de manière différente et permettent de faire de l'analyse de choses différentes. Il y en a un qui fait, comme sur Curiosité, de l'analyse élémentaire. Il va détecter les différents atomes qui sont dans les minéraux. Et les 2 autres qui vont identifier des minéraux, voire des traces de composés organiques également. Et là, toujours à distance, il y a une caméra qui a été également perfectionnée. C'est une caméra maintenant haute résolution et qui fonctionne en couleur. Et ils ont rajouté un micro. Et ce micro, hormis le fait qu'ils vont pouvoir écouter différents bruits technologiques ou différents bruits de fonctionnement, il va également servir à la science, puisque l'impact du laser l'ellipse sur la roche va émettre un petit claquement dont le spectre sera analysé ensuite par le micro. Il va essayer de corréler le spectre sonore à la propriété des roches, à la porosité, la dureté, par exemple. On en a parlé tout à l'heure avec Baptiste Chid, justement, qui a travaillé sur ce micro. C'est quoi concrètement ces traces qu'on peut déceler de vie passée potentielle sur cette planète rouge ? Alors, on ne va pas chercher directement des traces de vie, en tout cas cette mission. Cette mission va chercher ce qu'on appelle des biosignatures. Ce sont des traces laissées par des formes de vie anciennes. Et il va rechercher également dans la minéralogie des roches qui se sont formées dans des conditions très anciennes qui étaient propices à l'apparition de la vie. Par exemple, des roches qui se sont formées dans de l'eau liquide. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau liquide sur Mars, il y en avait peut-être à une certaine époque. Et c'est là-dedans surtout qu'on va aller chercher des biosignatures. Ce soit des minéraux, par exemple, une biosignature très connue, c'est la coquille d'œuf, c'est un carbonate de calcium, entre autres, mais il a une origine vivante. Donc on ne va pas chercher de coquilles d'œufs sur Mars, bien sûr, mais on va chercher des minéraux. Il y en a sur Terre, dans des roches, dans des stromatolites. On trouve des traces minérales qui ont été générées par des formes de vie très très anciennes. On a d'une certaine façon une puissance, parce qu'on le voit avec la Supercam, la participation française en termes de recherche. La France, elle se place plutôt bien finalement dans cette conquête de l'espace, cette conquête de Mars finalement. La France est une des premières communautés scientifiques au monde, participe à beaucoup de missions à travers l'ESA et la NASA. Elle est d'ailleurs très très reconnue à la NASA, non pas seulement avec Supercam, il ne faut pas oublier le sismomètre qui est actuellement sur InSight, qui est un véritable bijou également, qui fonctionne très très bien. Il y a eu ChemCam, sur Curiosité il y a SAM, c'est un chromatographe phase gazeuse, qui est un instrument franco-américain qui marche très très bien également. Donc la France est extrêmement reconnue partout dans le monde, que ce soit sur des missions il y a longtemps russes et soviétiques, mais également avec des missions européennes et maintenant avec les Émirats et la Chine. Oui. Alors pour l'instant avec les Émirats, non, oui. Alors, sans doute par la suite il y aura des coopérations avec d'autres entités, oui, c'est clair. Ouais. Christine Bouillot, vous vouliez intervenir auprès de notre invité, André Léger. Je voulais savoir effectivement au niveau de... Il s'est passé quand même depuis le lancement beaucoup de choses sur le plan spatial, mais il a fallu aussi s'organiser, j'imagine, au CNES avec les contraintes sanitaires. Comment vous avez travaillé, tout le monde chez soi, un peu comme tout le monde, mais c'est quand même une situation aussi inédite pour le domaine du spatial, cette crise du Covid. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites au télétravail, beaucoup de déplacements qui ont malheureusement pas pu se faire.
Supercam, heureusement, l'instrument avait déjà été intégré, il était pratiquement fini. Il y a d'autres programmes comme ExoMars, par exemple, qui a été retardé malheureusement à cause du Covid. Alors le CNES, je pense qu'il s'est très très bien adapté. Les gens continuent à travailler. Et ce qui a été développé là pendant les derniers mois, c'est toute la partie segment sol au Fox. Au Fox, c'est donc toutes les installations qui vont permettre aux scientifiques, donc de l'IRAP, du LISIA et d'autres laboratoires, avec des ingénieurs du CNES, de recevoir les données de l'instrument et ensuite d'envoyer les commandes au centre de mission du JPL. Voilà. Et donc ça, c'est localisé au CNES à Toulouse. On a parce que pour suivre aussi tout ce qui va se passer, vous êtes en vase clos. Enfin, en tous les cas, il faut pas qu'il y ait, on va dire, un grain de sable dans la machine, quoi. Ah non. Absolument, oui. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 qui veulent peut-être poser des questions, en tout cas commenter cette grande aventure spatiale. C'est le cas de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bonjour Baptiste, bienvenue. Merci de nous appeler. Ça vous passionne? Vous allez regarder, vous allez écouter en direct cet atterrissage de Persévérance ce soir? Ah oui, on va regarder ça en famille avec mes enfants. On va suivre ça, oui. Oui. Ça fait un moment qu'on attend ça. Puis au collège, ils en parlent aussi, donc avec les professeurs de collège. Donc c'est très bien. Ça va permettre d'expliquer un petit peu aux enfants tout ce qui va se passer là-haut dans l'espace, et puis de voir concrètement ce que ça va donner, quoi. Vous avez peut-être une question à poser à André Debu, qui est chef de projet au CNES. Alors j'avais une question, et je sais que sur ce module Persévérance, il va y avoir aussi un hélicoptère qui va être testé par la NASA, du coup, un premier vol, on va dire, d'hélicoptère sur Mars. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, bonjour. Oui, c'est un démonstrateur technologique, assez petit hélicoptère, on dirait que c'est plus un drone, qui fait un petit peu moins de 2 kg, c'est vraiment tout petit. Et le but, c'est un test. Ils vont tester la possibilité de voler sur Mars, parce que sur Mars, la pression atmosphérique est 150 fois plus faible que sur Terre. Il y a très peu d'air, et donc pour s'élever, comme il y a très peu d'air, il va falloir tester des pales qui sont très très grandes, qui font l'envergure de l'hélicoptère, je crois, fait 1,20 m pour un corps d'hélicoptère qui fait à peine, c'est un petit boîtier qui fait 20 cm de côté, vous voyez, c'est très grand. Des pales qui vont tourner très très vite, à 2400 tours par minute, c'est 8 fois plus qu'un hélicoptère classique. Et ils vont tester ça. Ils vont essayer de voler sur plusieurs mètres, de s'élever de plusieurs mètres, voler sur une centaine de mètres. Et c'est un hélicoptère totalement autonome. Une fois qu'il a volé une centaine de mètres, il va se poser au sol. Il a au-dessus de ses pales des petits capteurs solaires qui vont recharger une batterie lithium-ion qui est à l'intérieur. Une fois que c'est chargé, il va repartir voler un petit peu. Il a 2 petites caméras, une couleur, une noir et blanc pour prendre des photos qu'il retransmet à Persévérance. Voilà, mais encore une fois, il n'est pas là pour faire de la science. C'est un démonstrateur technologique qui pourra peut-être dans le futur servir pour d'autres missions. Et voilà, Baptiste, vous avez votre réponse. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, profitez bien de cet atterrissage ce soir du rover Persévérance. Donc, et puis bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, on continue, on poursuit en tout cas sur Sud Radio jusqu'à 10h dans quelques instants. Merci à vous André Debu. On poursuit dans quelques instants avec un nouvel invité que l'on retrouvera aux côtés de Christine Bouillot du côté de la Cité de l'Espace de Toulouse. Et à 10h, presque moins 10, c'est les suites du petit déjeuner d'actu spécial édition mars jusqu'à 10h. On est en duplex en direct avec Christine Bouillot en duplex de la Cité de l'Espace de Toulouse avec un nouvel et dernier invité auprès de vous, Christine. Benoît Moulas, président de Comat, une PME locale de Florence, équipement. De Florence, Florence, voilà, qui a fabriqué des parties de Persévérance pour le CNES. Oui, parce qu'en fait, on se demande souvent à quoi ça sert et à quoi ça rime surtout. Il y a une réalisation concrète aujourd'hui, c'est que ce genre de projet, eh bien, il y a des emplois derrière, il y a des entreprises et des PME locales qui en profitent. Et c'est le cas avec Comat. Et vous êtes ici parce que vous avez devant nous, c'est vous qui avez produit ce petit engin, monsieur Moulas, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Écoutez, on est très honorés d'être là et parmi vous. Bien sûr, le CNES et l'IRAP et toute la communauté scientifique nous ont permis de démontrer notre savoir-faire d'industriel mécanique. Et donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'être là. Effectivement, c'est nous qui avons réalisé la Supercam et avec nos équipes, nous avons participé à sa mise au point.
Et je peux vous dire, c'est plus de 20 000 heures de travail quand même qui ont été réalisées et pendant plus de 2 ans. Avec combien de personnes ? Alors ça va faire à peu près entre 5 et 10 personnes en moyenne pour ce projet. C'est un vrai projet fédérateur puisque on participe comme ça à la conquête spatiale et à la conquête martienne, donc on en est très fiers. Et sur le long terme, il y a cette fierté au bout du compte avec ce résultat. Vous réalisez quoi d'habitude justement avant de Supercam ? Exact. Alors, ça fait plus de 40 ans qu'on existe. Ouais. Donc, on est des spécialistes de tout ce qui est mécanisme complexe, tout ce qui est compliqué et qui tourne dans l'espace. C'est nous qui les faisons en partenariat avec le CNES et aussi avec la communauté des industriels ici sur la région toulousaine comme Airbus ou Thales. Oui. Et on travaille aussi, bien sûr, avec l'ESA, l'Europe. Donc, nous sommes une centaine de personnes, un peu plus maintenant, 110, sur un marché spatial très dynamique actuellement, donc qui est composé d'une part de la science, donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mais aussi de tous les équipements qui sont nécessaires dans les satellites classiques, les satellites de télécommunication ou d'observation. Et maintenant aussi, on s'intéresse beaucoup à tous les petits satellites dans lesquels nous faisons nos propres équipements. Et nous avons développé chez nous d'ailleurs des propulseurs plasmiques pour pouvoir déplacer ces petits satellites. Et nous avons aussi développé des appareils qui permettent de faire le contrôle d'altitude de ces satellites. Vous voyez, donc on a un vrai savoir-faire très, très complexe et on est très fiers d'appartenir à cette communauté régionale, puisque c'est Toulouse qui porte un peu le space. Et ça fait du bien en ce moment, parce que les chiffres effectivement sur l'aérien sont un petit peu compliqués là, les chiffres qui sont tombés ce matin. On fait partie de cette petite communauté de PME d'une part, on est à peine une vingtaine sur la région, et associés à des grands donneurs d'ordre qui sont là et qui nous soutiennent, et je dirais même on travaille en partenariat avec eux, et c'est ça qui est formidable. C'est quoi alors vous êtes expert du compliqué, ça on a compris. C'est quoi j'ai envie de dire le plus compliqué du compliqué, c'est-à-dire que c'est quoi le plus dur techniquement à réaliser sur cette Supercam? En nous l'expliquant de façon simple et pas compliquée. Non, je suis pas un scientifique, mais je suis un industriel, alors je vais vous faire ça. Bien sûr. Une super caméra, la Supercam c'est 400 pièces. 400 pièces. Ah ouais. Toutes de haute précision. Alors haute précision, ça veut dire que c'est fabriqué quasiment au micron. Le micron, c'est un millionième de millimètre. Vous voyez, c'est la précision qu'il faut pour faire des optiques, notamment. Et quand je posais la question à mes équipes, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire sur la Supercam? Alors ça a été la mise au point. Parce que la mise au point d'un système optique dans lequel il y a 3 lasers, donc les scientifiques vous les décriront, il y a 3 lasers et un télescope. Il faut arriver à les aligner. Et pour les aligner, imaginez la précision qu'il faut. Il faut aligner ces 3 lasers sur le télescope en pointant un point d'une taille d'un cheveu qui serait placé à 10 mètres de distance. Vous voyez un peu ? Vous devez aligner sur la taille d'un cheveu. Non, on voit pas. 3 lasers sur le télescope. Non, mais ça a été très complexe. Ouais. D'autant que, alors ça, je pense que les gens le comprendront bien, d'autant que la température martienne est à moins 40 degrés. Donc, nous, sur la Terre, on n'est pas à moins 40, heureusement, sinon on ne vivrait pas. Mais à moins 40 degrés, les matériaux, ils se comportent différemment que sur la température ambiante. Ce qui fait que ces alignements, à moins 40 degrés, ne sont pas les mêmes qu'en température ambiante. Donc il faut faire énormément de process et de contre-réaction, on va dire, et d'alignement, de réglage pour pouvoir arriver à ces fins. Ça a été très très long. Juste pour savoir un peu, c'est quelle émotion que vous ressentez là, de vous dire que cette Supercam, elle est pas loin d'atterrir sur Mars là? Ça doit vous faire quelque chose après toutes ces. Il n'a pas beaucoup dormi non plus, j'imagine, Benoît Moulas. Exactement, mais on est très fiers parce que si vous voulez, quelque part, le CNES nous a confié cette mission et l'IRAP, qui est notre partenaire, on a travaillé main dans la main. On a fait un vrai travail collectif. C'est ça qui est très important. Et dans la vie d'un produit industriel, vous savez, on parle de science, mais il faut parler aussi le projet, l'organisation de travail. Et dans ce projet, il y a eu des péripéties. Et des péripéties qui
qui aurait pu mettre à mal le projet tout entier. Et bien, tous ensemble, autour de la table, on a réussi à trouver les solutions et à se mobiliser avec les équipes, notamment de Comat, que je remercie évidemment, et de se mobiliser pour y arriver. Je vous donne un petit exemple. On a été obligé de refaire un équipement au dernier moment. Bon. Et il a fallu en 2 mois refabriquer un appareil qu'on avait fabriqué en 9 mois. Le premier, on l'avait fabriqué en 9 mois. Et là, il a fallu le fabriquer en 2 mois. Ben, je peux vous dire, les gars, ils ont bossé le soir, le week-end, pendant les vacances, et ils se sont mobilisés. Le CNES était là, l'IRAP était là, et on a travaillé tous ensemble, et on y est arrivé. Aventure collective. Voilà, et c'est une formidable expérience humaine, une expérience industrielle qui est un savoir-faire français aussi. Et un savoir-faire français. Toulousain. Toulousain. Toulousain, mais français surtout. Bien sûr. C'était important de travailler sur ce projet-là. Est-ce que justement, est-ce que ça recrute un petit peu? Est-ce que c'est difficile de recruter dans ce secteur-là particulier? C'est pas facile, je conçois, parce que le spatial, bon, vous savez que nos grands frères de l'aéronautique, bon, alors en ce moment, ils ont des petits problèmes à régler, mais ça va, on espère que ça va aller mieux plus tard. Mais dans le spatial, les techniques ne sont pas les mêmes et les savoir-faire ne sont pas les mêmes. Et là, on a effectivement pas mal de problèmes de recrutement. D'ailleurs, je fais un appel. Nous recrutons cette année une dizaine d'ingénieurs et de techniciens. Attention, on n'a pas besoin que d'ingénieurs, on a besoin aussi pour pouvoir intégrer ce genre de machine là que vous avez derrière. Il faut des doigts de fée, comme on dit. Il faut des gens qui ont un savoir-faire et une passion aussi, une passion de ce métier. Qui leur permet de faire des choses formidables. En tout cas, le message est passé, Benoît Moulas. Un dernier, peut-être le mot de la fin pour Christine Bouillot, en vous remerciant quand même de ce joli plateau-là, en direct, en duplex de la Cité de l'Espace à Toulouse. Ça nous sort de l'actualité qui est un petit peu pesante en ce moment, même si, le verdict, c'est ce soir, un peu après 21h50. Et puis après, on aura le résultat pour Supercam, savoir si ça répond bien. Donc là aussi, une petite angoisse. Je signale, si vous êtes passionné par tout ça, vous pouvez le suivre puisque la Cité de l'Espace, les différents lieux sont fermés évidemment au public, mais il y a des sites internet, le site de la Cité de l'Espace, le site du CNES, il y a la Cité des Sciences aussi pour Paris. Tous ces réseaux-là vont mettre en ligne donc évidemment cet atterrissage, puisqu'on dit atterrissage, ce soir avec des intervenants. Vous allez tout comprendre et tout savoir autour de cette planète rouge et cette conquête spatiale malgré tout qui reste d'actualité. En tout cas, merci beaucoup.